Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point rapide sur Bitcoin. Voilà, surtout un point relativement technique et un petit peu de fondamental aussi, donc de la news. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui veulent s'abonner de surtout pas hésiter à le faire, activer la cloche des notifications et éventuellement revenir nous rejoindre sur le Discord. Là, on est en daily. On voit qu'on a une petite structure ici où en tout cas les choses se calment. On est en train de relatéraliser à nouveau. On voit qu'on est ici sur le momentum où on n'a pas réellement de divergence notable et que au niveau des mouvements de vente sur le MACD ici on a des mouvements qui sont relativement similaires, c'est-à-dire que ce mouvement avait autant de force à la baisse que ce mouvement qui lui-même avait autant de force que celui-là. Ici on a bientôt un croisement entre la ligne de signal et la moyenne, c'est-à-dire que ça c'est un signal relativement bullish, un petit peu early. Vous voyez qu'on va bientôt aussi croiser le zéro là au niveau du MACD, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le Market Cipher, vous voyez que on n'a pas fait de plus bas précédent par rapport à cet endroit-là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on a ici par contre une divergence haussière qui est très notable sur le MACD. La VWAP, donc ça c'est la ligne jaune qui a croisé. Et vous voyez que le stochastique n'est pas encore en haut, donc ce mouvement ici de hausse n'est peut-être pas fini. En tout cas en daily, c'est ce que ça pourrait nous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur des time frames un peu plus petites? On va se mettre peut-être ici en 30 minutes. Hop, excusez-moi. Tac, comme ça. 30 minutes, donc du coup, on a des choses un petit peu intéressantes qui commencent à se dessiner. Vous voyez qu'on a eu ce rebond là, donc depuis les 17 500, on est venu taper sur cette ligne de résistance que désormais on a noté comme étant éventuellement, potentiellement une ligne de coup d'une épaule tête-épaule potentielle. Je vous la dessine pour que vous compreniez bien de quoi je parle. C'est une épaule tête-épaule inversée, d'accord? Et vous avez ici donc épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Donc si jamais on traverse vraiment cette ligne de coup, c'est-à-dire à peu près à l'instant T, passer les 21 200, admettons, on aura une target ici relativement intéressante. Alors cette épaule, tête épaule est un petit peu penchée. Donc du coup moi, en l'occurrence, ce que je fais en général, c'est que quand elles sont penchées comme ça, quand elles sont pas bien droites, quand on n'a pas vraiment une ligne de coup qui est droite, la ligne de coup se trace d'une aisselle à une autre aisselle, à ce moment-là, moi je prends une target qui est, alors la target normale, on va déjà faire la target normale, ça serait de prendre de la ligne de coup jusqu'au point le plus bas, donc jusqu'à la tête, et de la reporter ici au point de cassure. Donc analyse normale, ça nous donnerait un rebond éventuel jusqu'aux 25 800. Quand elles sont un petit peu penchées en général, moi j'ai tendance à calmer un petit peu mes targets et à faire en fait de la ligne de coup jusqu'à la première épaule qui a été dessinée, c'est-à-dire ici l'épaule gauche. Donc ça nous donnerait ici une target à partir du point de cassure autour des 23 400 $. En l'occurrence, pour l'instant, rien n'a cassé, donc on pourrait tout à fait se faire rejeter ici par cette droite et repartir éventuellement un petit peu plus bas. Donc c'est quelque chose tout simplement qu'il faudra surveiller. Donc là pour ce que moi j'ai tendance à faire, c'est vous prenez la time frame dans laquelle vous voyez l'épaule tête épaule, la time frame la plus basse. Donc là en 4 heures on la voit, en daily on commence à plus la voir, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, une clôture en 4 heures au-dessus de cette droite, une première clôture en 4 heures commencerait à être un signal relativement correct. Donc là, on va se mettre une alarme, comme ça on aura éventuellement le signal au moment où ça passe, par là. Et voilà, ajouter une alerte, et voilà. Donc du coup, là, ça va sonner quand ça passera par-dessus. L'idée ensuite, c'est qu'on va aller regarder l'USDC plus USDT dominance. Et là, on a c'est relativement normal, le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on a une épaule tête-épaule qui, elle, est une figure bearish. Vous voyez ici l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Et celle-ci, on est peut-être en train de la casser à l'instant T. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Celle-là, elle est penchée aussi, donc du coup, on pourrait calmer aussi un petit peu les targets. On pourrait faire exactement la même chose, c'est-à-dire, vous comprenez que là, j'ai pris une target globale. On va d'abord analyser la target globale, ensuite on analysera la target normale. Si jamais donc on fait une clôture, là pour le coup, je pense qu'on la voit en daily. Ouais, elle n'est pas flagrante, mais on la voit quand même. Ouais, on la voit quand même. Oui, on pourrait ici dire qu'une clôture daily sous cette droite serait une confirmation qu'on a effectivement dessiné cette épaule tête-épaule. Du coup, on aurait une chance sur deux d'aller à cette target qui est là. Et vous voyez que ça nous ramènerait à peu près à des niveaux qu'on avait autour du 10 juin. Sur BTC, et si jamais on prend la target, on va dire la plus bearish, enfin voilà, la moins optimiste, on aurait plutôt ici un retour au niveau du BTC autour du 12 juin.
En l'occurrence, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez que le 10 juin, on était ici autour des 30 000 $, et autour du 12 juin, on était à la clôture autour des 26 000. Donc ça peut coordonner un petit peu pas mal. Il faudrait simplement que vraiment ces figures prennent forme, c'est-à-dire qu'il y ait une cassure. Donc voilà, journée aujourd'hui sur les marchés américains plutôt bull. Vous voyez qu'on était dans le vert sur le Nasdaq. On a fait plus 3%. Sur le SP500, on a fait plus 1%. Et Dow Jones légèrement en baisse, mais c'est relativement normal que les valeurs un petit peu industrielles. Ici, l'argent revient un petit peu sur la tech, hein, quand il y a des rebonds techniques, c'est tout à fait normal. Sur l'US Tech 100, c'est-à-dire le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses capitalisations des actions technologiques, c'est-à-dire le Nasdaq, on a fait une jolie journée aussi à plus 2%. Au niveau des matières premières, on a le pétrole qui est en correction, et ça je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos que c'était vraiment intéressant pour moi que le pétrole corrige. Vous voyez qu'il est sur support là, donc attention, hein, il pourrait repartir dans l'autre sens. Mais que en monthly, pour moi c'est très intéressant d'avoir une bougie rouge très forte, au sens où ça pourra nous donner un indice des prix à la consommation et une inflation aux États-Unis qui se calme, c'est-à-dire que ça pourrait également calmer un petit peu la Fed sur ses volontés de remonter les taux très rapidement, et donc du coup ça pourrait également tout ça pourrait également doper un petit peu les marchés en facilitant un petit peu le crédit. C'est des mécanismes qu'on a vus ensemble, je suis obligé de les réexpliquer très rapidement, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'il y a 2-3 jours qui est sur l'inflation. Ici, pareil sur le blé, donc les prix du blé, hein, qui correspondent quand même à une bonne partie de ce qui se passe au niveau de la bouffe. On a les prix du blé qui sont dans une jolie descente ce mois-ci. Et sur les commodités en général, vous voyez qu'on casse une trendline. Donc là, on avait une trendline qui était relativement forte. Et là, on est en train de la casser. On vient de clôturer en daily sous cette trendline. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que l'indice des commodités dans son ensemble peut nous dire que peut-être le pétrole va également casser sa trend et perdre donc cette trendline qu'on tient depuis déjà un bon petit moment? Ça serait plutôt une bonne chose, voilà, que de voir que c'est éventuellement ça qu'il est en train de se passer. Voilà pour, on va dire, l'analyse technique. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est un petit peu les news. Ici, le Market Watch qui nous dit: vous ne devriez pas croire ce rebond sur le marché des actions tant que le S&P 500 n'est pas au-dessus des 3800. 3800, on va regarder rapidement ce que ça nous donne. Donc on va prendre l'indice. C'est dans 5 points. Donc ça pourrait éventuellement se passer peut-être assez rapidement, si en tout cas on continue ici à monter. Effectivement, c'est un niveau que moi j'avais noté comme étant en fait tout simplement le premier arrêt. C'est le premier arrêt, vous le voyez ici, de cette tendance-là. C'est-à-dire que effectivement là on nous dirait que on a corrigé que de 0,382% toute la hausse précédente. Donc effectivement, c'est un niveau que j'avais noté moi parce que ça correspond à dire on reste dans la tendance initiale, c'est-à-dire qu'on était en train de monter, on va continuer à monter. Voilà pour tout ce qui est Market Watch. On va regarder maintenant le calendrier. Le calendrier qui nous dit quoi? On était aujourd'hui le 23, donc Powell a parlé aujourd'hui. Bon, il n'a pas dit grand chose de plus que ce qu'il avait dit hier. Il y a pour moi une petite phrase, et Powell a tendance à télégrapher un peu, enfin à envoyer des signaux sur ce qu'il veut faire. Il a dit que les marchés avaient très bien pricé les anticipations jusque-là, donc ça peut vouloir dire que ici il est effectivement en train de penser à une hausse qui soit potentiellement de 0,75 points de base et non 0,5 comme il avait annoncé 2 mois avant, et comme le marché est en train d'anticiper ici cette hausse de 0,75 points de base au lieu de 0,5. Le marché pense que Powell va appuyer assez fort sur le bouton. C'est ce qu'on va voir dans les jours prochains. Pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est pas mon scénario privilégié. En tout cas, on verra avec le CPI qui sort le 13 juillet, donc l'indice des prix à la consommation. Mais pour moi, il est possible qu'on fasse du 0,5 cette fois-ci. Voilà, on va voir, c'est possible, on va voir si effectivement ça va être le cas. Ici c'est vraiment de la spéculation pour le moment. Sur le Wall Street Journal, qu'est-ce qu'on a? Alors je pense que j'ai pas actualisé ici, voilà. Limite, bon, les trucs sur les guns, enfin sur les
la testimony, ça parle des fédéraux en fait. Powell qui est qui déjà commence à dire comment la Fed pourrait répondre à un éventuel ralentissement de l'économie. Donc vous voyez que là le discours change un petit peu, hein, en même temps que aujourd'hui également. Donc on va regarder sur le calendrier. On a eu des chiffres sur en fait l'emploi, hein, aux États-Unis. Ici, on voit que on a légèrement plus que ce qu'on avait prévu au niveau des gens qui sont en recherche d'emploi. Et 1,32 million. Donc voilà, en fait, l'impression que ça donne, on va dire, c'est que le marché du travail, qui était vraiment très en forme aux États-Unis, et peut-être un peu trop, hein, c'est ce qui prouve aussi qu'on est dans un contexte très inflationniste, et peut-être ici en train de se ralentir, de cooling off, c'est-à-dire se refroidir un petit peu, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà, bon, après on a eu des chiffres sur des chiffres de demande sur l'industrie et on voit que il y a eu une baisse de la demande des biens et services durant le mois de juin. Donc ça, c'est un forecast, hein, c'est bien sûr, le mois de juin n'est pas fini, mais on commence ici à voir un petit peu des signes de ralentissement. Vous voyez 52,4 au lieu de 56, 51,6 au lieu de 53, et je vous avais expliqué, quand je vous avais expliqué un petit peu tout ce qui était autour du CPI, etc., enfin de l'indice des prix à la consommation, etc., que en fait, dans l'inflation, il y a une partie sur laquelle Jérôme Powell peut agir, c'est la partie sur la demande, c'est-à-dire qu'en remontant les taux, il diminue la demande puisqu'il diminue l'accès au crédit, l'argent gratuit, entre guillemets, et puis il y a ici toute cette partie également qui est due au pétrole et à la bouffe, et c'est pour ça que je surveille énormément, moi, en ce moment, les indices du pétrole et de la bouffe, puisque la narration actuelle sur Bitcoin est énormément autour de que va faire la Fed, tout simplement. Vous le voyez ici aussi, si on prend une trend de longue depuis une centaine d'années, hein, je crois, ouais, c'est ça. On a une inflation qui a une tendance très nette, et là pour l'instant on est vraiment ici sur ce pic. Est-ce que les outils de la Fed vont permettre ici à tout ça de se calmer suffisamment tôt sans retourner l'économie? C'est un petit peu toute la question du moment. Est-ce que Powell va nous provoquer une récession pour faire ralentir les prix? Et l'idée le job de Powell en fait, c'est tout simplement de restaurer une stabilité des prix tout en restant plus ou moins un taux d'emploi correct, c'est-à-dire autour des 4,5%, etc. Vous voyez qu'en ce moment, le taux d'emploi aux États-Unis, il est très bas. Le taux de chômage, il est à 3,59. Powell a vraiment annoncé que pour lui, 4,10, c'était pas trop un problème, parce que tout simplement, ça permettrait de restaurer le pouvoir d'achat, on va dire, des Américains. Ensuite, on passe sur CoinDesk. Pas grand-chose sur CoinDesk. Je sais pas si j'ai rafraîchi ou pas aujourd'hui. Ripple, les effets Ripple, Voyageur, ça j'en ai parlé un petit peu hier. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce daily, limite ou ici Voyageur Digital qui dit vous ne pourrez retirer que 10 000 $ par jour par rapport à, je vous ai parlé de cette exposition que Voyageur Digital avait sur Three Arrows Capital, donc ils ont décidé ici de ralentir les retraits, donc vous pouvez pas sortir tous d'un coup. Si vous étiez chez ce broker qui est Voyageur Digital, vous pouvez pas tout sortir d'un coup, il commence à calmer un petit peu les choses. Donc vous voyez que quand vous êtes en stacking, etc., vous comprendrez ici que c'est pas réellement, bien sûr, il y a des rewards, il y a des récompenses, mais vous n'êtes pas tout à fait libre de faire exactement ce que vous voulez. Donc lisez bien entendu, ici, quand vous stackez quelque chose ou quoi, les conditions générales. En l'occurrence, ici, on sait que Sam de FTX, donc Alameda Research, ont prêté 500 millions de $, je crois, si je dis pas de bêtises, à Voyageur Digital pour faire face à ce problème. Donc vous voyez qu'il y a ici un petit peu un château de cartes enfin plutôt des dominos, je dirais, voilà, des dominos qui tombent, avec en fait Celsius par exemple qui était exposé sur Terra, Three Arrows Capital qui était exposé aussi sur Terra. Terra a complètement collapsé, et donc du coup ici ça a mis plusieurs personnes par ricochet, notamment Voyageur Digital qui eux-mêmes étaient exposés sur Three Arrows Capital, et finalement on a quelques dominos ici qui tombent.
D'où aussi l'idée, bien entendu, d'avoir toujours une notion de risk management dans votre répartition de capital, à la fois sur les types de stacking que vous pouvez faire, etc. Mais ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà pour Coindesk, on n'a pas fait bitcoin.com encore. Hop, on fait bitcoin.com. Matic tiens, on va aller faire un petit tour sur les prix des alts et voir un petit peu ce qui se passe également. Je sais qu'on a eu des jolis rebonds aujourd'hui, donc on va regarder ça ensemble. Alors, du côté de Aave, on a un petit rebond à 6%. Ensuite, on a un chouette rebond sur Atom qui commence à présenter une structure un petit peu intéressante avec, vous le voyez là, ce W en daily qui vient de se former. On a aussi un joli rebond sur Matic, effectivement, qui lui est plutôt en V-bottom, mais qui commence à proposer des choses intéressantes. Donc attendez des corrections ici pour éventuellement rentrer si vous voulez rentrer sur Matic. Et puis on a Avax qui reprend bien aussi, avec un petit 11%, mais pas de structure pour le moment. Vous voyez qu'on reste dans un range là ici sur Avax pour le moment. Solana plus 10. Solana, où là pour le coup on commence à avoir un vrai W aussi qui prend forme, donc on surveillera que Solana passe éventuellement là ici ce nouveau cap des 45 dorénavant. Et puis voilà, sur les apps que moi je suis, bon globalement voilà un petit peu le point sur les gros rebonds. Ethereum plus 8. Très intéressant, la structure d'Ethereum aussi est vraiment intéressante. Vous voyez qu'on a ici, ça a bien défendu les 900 et que c'est plutôt un point ici pour Ethereum, en tout cas de rebond technique pour le moment. Ensuite, on va faire le sentiment. Le sentiment, on va aller voir le carnet d'ordre sur Binance. Vous voyez qu'on a quand même des ordres ici qui s'insèrent à la vente. Hein, c'est ce dont je vous avais déjà parlé hier. Donc on commence à avoir une force vendeuse. 164 Bitcoin, 35 Bitcoin, 123, 157. Voilà, on n'a pas des milliers de Bitcoin non plus, mais on commence quand même à avoir sur ce contrat Binance USDT des volontés de vendre ce rebond. Ici, il va falloir qu'on passe, bien entendu, vous le comprenez, ce niveau des 21 700, ça je vous en ai parlé. Demain, on a des options qui clôturent, ça va nous aider à monter probablement 103 000 bitcoins qui sont posés en option et qui nous disent ici que le max pain price serait autour des 30 000. Alors, ça me paraîtrait pas déconnant qu'on aille sauver ces deux strikes ici et qu'on fasse un rebond au-dessus des 25 000 d'ici demain 9h. Ça serait pas déconnant, je dis pas que c'est le scénario qui va se passer, hein. Personne ne peut prédire le prix du Bitcoin. Si quelqu'un vous dit qu'il prédit le prix du Bitcoin, c'est un charlatan. Mais simplement, on a ici cette force supplémentaire qui pourra aider à pousser le prix éventuellement vers les 25-30 000. Le sentiment maintenant des leviers. Hop. Alors, on va faire un point sur le sentiment. On va peut-être même dézoomer un petit peu. Bon, là, on va faire le 5 minutes comme on fait un petit peu tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris ces deux niveaux de longue, là, ici, celui-ci et celui-là. En l'occurrence, là, on a eu un funding qui augmente avec augmentation de l'open interest. Donc, ça nous a rajouté un niveau à prendre au niveau des longueurs ici. Hein. Ici, vous voyez qu'il y a des longueurs qui sont rentrées. Donc, sur toute cette zone-là, vous voyez que le nombre de contrats en circulation augmente et le taux d'intérêt variable que payent les leviers est plutôt allé dans la direction d'une majorité de shorters. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. Le CVD spot qui s'enflamme ici, et ça c'est très très bon. C'est-à-dire que vous voyez que ça part un petit peu en parabole. C'est quoi le CVD? C'est tout simplement les bougies de volume de transaction fois le prix. Là, il est cumulatif, c'est-à-dire que en fait, il s'adapte au nombre de bougies que je regarde. Si par exemple je zoome, vous voyez que la forme de la droite est en train de changer. Au plus je zoome, au plus cette droite change. Vous voyez que là, par exemple, si on regarde juste ces tout dernières bougies-là, c'est vraiment cette demande au spot qui a fait partir le prix. Donc on continue sur le funding. Donc j'en étais où? J'en étais là. On a eu cette augmentation. Là, encore une fois, ça nous a donné un niveau à prendre en spot. Ici, on aurait eu un niveau à prendre en short. Vous comprenez que là, ça a pas mal shorté. Je vais pas le mettre parce que je vois tout de suite qu'il a été pris. Donc là, on short. Tout ça est shorté très fortement. Tout ça est également shorté et on est shorté quasiment jusqu'ici. Donc vous voyez que c'est ça qui crée aussi ce mouvement là. Jusque là. Et là, en l'occurrence, on diminue, on nettoie un petit peu tous les longues qu'on a pris sur l'histoire, mais vous voyez que quand même le funding continue à revenir en faveur des longues. Ça veut dire que ici, on a été longué aussi. Ce niveau-là, je vais l'enlever, celui que je viens de mettre là, juste avant.
mais je voulais juste vous le laisser pour vous montrer quelque chose. Là, si vous avez ici des gens qui ont shorté, et on voit que c'est assez massif, hein, on a une jolie quand même augmentation ici de l'open interest. Alors c'est massif quand on zoome, hein, bien évidemment, là on a un peu la tête dans le guidon, et c'est pour ça que je vous propose après de venir éventuellement, faire un point, de dézoomer et faire un point plutôt en daily. Là, je rajouterai aussi un niveau de long à prendre ici. Tac, et celui-là, pardon, excusez-moi, on veut qu'il soit rouge, et celui-là, on veut qu'il soit rouge aussi. Tac, et celui-là, on voulait qu'il soit bleu. L'idée ici, c'était que ce que je voulais vous montrer, c'est que forcément, ici, nous, on travaille les stop-loss. C'est-à-dire, quand on dit ce niveau a été pris, on considère que les gens avaient mis un stop-loss plus ou moins à leur point d'entrée. Voilà, admettons, on fait une sorte de moyenne. En l'occurrence, là, il faut comprendre que quand vous faites un short comme ça, et c'est pareil pour les longues, hein, vous allez potentiellement ici venir chercher, par exemple, les leviers x20. Donc les 5%, ici ça nous donnerait pour venir, là on sait qu'on a eu un fort niveau de short, tout a été shorté assez fort. Si vraiment on venait prendre les prix de liquidation de ces gens-là, c'est-à-dire non pas leur stop loss, mais les prix de liquidation, littéralement, on ferait un rebond ici au 21 900. Voilà, là, et là on parle des x20, si on parle des leviers x10, on viendrait chercher ici plutôt les 23 000 $ pour venir nettoyer tous ces leviers-là. Vous comprendrez que ici, en tout cas, on a une force shorteuse qui est rentrée en compte et qu'on est en train de la travailler. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que le marché soit shorté pour qu'on vienne à l'inverse de ce qu'a fait la majorité du marché, c'est-à-dire faire souffrir ces gens-là. Donc voilà pour ça. On va regarder vite fait sur iBlock ce que ça nous dit. Du coup, je pense qu'on a quand même des niveaux de short qui sont rentrés, qui sont relativement intéressants. Ici, ça nous dit majorité de longueur sur iBlock pour une valeur de 6 milliards. Vous voyez que ça s'était calmé sur ce moment-là. Et en l'occurrence, pardon, je sais pas ce que j'ai fait là en plus. Double-clic to zoom back out. Ben, on va double-clic alors. Ok, autant pour moi. Donc du coup, ici, il faut comprendre que iBlock nous donne les positions des 5 derniers jours. Pour le coup, lui, il évalue qu'il y a 6 milliards de positions avec les leviers intégrés qui ont été posés. Et ici, lui, il nous dit, attention, quand même, il y a pas mal de longues qui sont rentrées là. Donc on a un risque de correction jusqu'au 19 300. La première zone, ici, vous voyez que c'est plutôt dense sur les positions des derniers jours. Voilà, donc là, je le redis. J'avais moins montré du doigt le niveau des 19 300. Il n'a pas été pris pour le moment. On l'a laissé un petit peu en arrière, donc la question c'est est-ce qu'on va laisser gagner ces gens-là, ou alors est-ce que tout simplement ici le marché va revenir au 19 300 pour venir les punir. Là, on regarde Kingfisher qui nous donne ici un bon point sur les poches de liquidation éventuellement à prendre. Vous voyez qu'on est juste à côté d'une très grosse poche de liquidation autour de 70 millions. Elle n'est pas très grosse, mais c'est quand même 65 millions à prendre. Et puis que éventuellement après on pourrait traiter celle-ci. Ça irait en faveur plutôt d'un rebond aux 22 000, en tout cas au niveau du sentiment. Ça montre un petit peu aussi le niveau que je vous montrais tout à l'heure des 22 000. Voilà pour le sentiment. Je pense qu'on a fait le tour sur le sentiment. On a fait les news, on a fait le technique, données de distribution. On peut peut-être regarder un petit peu ce que font nos amis les baleines. Ici, cette adresse qui est un portefeuille de Binance d'accumulation qui a augmenté un petit peu, mais pas incroyable. Notre baleine numéro 3 qu'on suit souvent, qui a racheté 255 BTC aujourd'hui et 565 BTC hier. Donc on est à encore 1000 BTC ici d'accumulation. Il a passé le cap des 130 000 BTC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ce portefeuille est plutôt bien géré. Ça, c'est un portefeuille Binance aussi, donc on va pas le regarder pour l'instant. Et puis, dans le top 200, on va dire, c'est-à-dire à partir de la 100e adresse, pas énormément de choses à dire, ça bouge pas, on a à peu près les mêmes choses. Alors là, j'ai peut-être pas rafraîchi aussi, mais vous voyez qu'on a cette cohorte d'adresse à 8000 BTC pile poil qui n'a pas bougé, et on a cette cohorte d'adresse également à 9873 BTC, donc probablement la même personne qui accumule sur des portefeuilles différents, qui n'a pas bougé non plus. Un petit coup de Glassnode et puis on va clôturer. Donc là, on reste un petit peu dans tout ce qui est sentiment et structure de la demande. Vous voyez qu'ici, on est toujours dans cette zone de capitulation pour tout le monde. Hein. C'est plutôt normal. Ça, c'est le Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire que c'est ce qui n'a pas été vendu. Donc, je n'appellerai pas ça une capitulation. C'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, tout le monde est en souffrance ici sur ces niveaux de prix-là, et c'est ce qu'on cherche pendant un dip sur Bitcoin. Tout le monde est en souffrance. Maintenant, on va aller voir ceux qui ont vraiment vendu, c'est-à-dire le Net Realized Profit and Loss. On va zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement.
Et là, vous voyez qu'on recommence à toucher, enfin, ceux qui vendent recommencent à vendre à break-even. C'est-à-dire que c'était des gens qui s'étaient fait peur et ceux qui vendent ici, la moyenne est plutôt autour du break-even. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, attention, vous voyez qu'assez souvent, ça réagit comme ça 2 ou 3 fois comme une résistance, tout simplement parce que vous avez des gens qui étaient rentrés ici sur Bitcoin, qui se sont retrouvés de manière non réalisée dans des pertes colossales et qui, au moment où on revient jouer avec leur point d'entrée, le break-even, vous voyez que c'était beaucoup le cas ici par exemple cet été, alors c'est difficile à voir avec les prix, mais ça c'est normal, c'est une logique qui est normale, qui est de dire ouh, je me suis fait peur, je rentre, tout ce que j'avais rentré je peux le sortir maintenant, donc ça y est, je le sors. Ici, le Realized Loss, vous voyez qu'on est sur des niveaux qui se calment aussi. Le Accumulation Trend Score, c'est-à-dire à quel point on accumule, qui a été à 1 sur les 3 derniers jours, tout simplement. Donc il est au maximum. Je crois que j'ai vu un petit 0 quelque chose, non? Non. Ah voilà, 0,97, oui, donc il est autour de 1, donc très forte accumulation en ce moment, ça c'est plutôt une bonne chose aussi. La dormance qui reste toujours aux fraises complètement, et ça c'est plutôt une bonne chose aussi, c'est-à-dire que on a une dormance qui ne se réveille pas, c'est-à-dire que les coins ne reviennent pas à la vie ici, ils restent sur des cold wallets, ils sortent, vous allez le voir ici, des exchanges, et on a, alors que le prix diminue ici, une sortie très très rapide des coins des exchanges, et en fait ça se traduit par tout simplement les gens n'ont pas vraiment confiance dans les exchanges, dans ce type de moment aussi, en plus d'une baisse du prix et ces histoires de liquidation qu'il y a en ce moment, vous voyez que beaucoup de gens ici décident de tout simplement garder leur bitcoin, leur clé chez eux et leur bitcoin sur des coin wallets. Donc tout ce qui est acheté sort systématiquement des exchanges. En tout cas, je trouve que c'est un mouvement qu'on peut voir et qu'on peut relier intuitivement à ça. On va faire maintenant les adresses. Donc les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui avaient pris un joli dip ici quand donc qui s'était bien calmé. Vous voyez qu'on était à 100 adresses et là on était tombé à 95 et là on est en train de remonter sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui sont plutôt à la diminution ici avec le prix. Encore qu'on est plutôt ici, je trouve, sur un double bottom avec une sorte de latéralisation. À voir si c'est ça qui va se mettre en place. Les adresses à plus de 100 bitcoins qui ont quasiment une évolution parallèle au prix, je dirais là, à part sur ce moment-là, mais là on était sur le moment de l'entrée en guerre. Excusez-moi, de l'entrée en guerre ici de la Russie, je crois, ou en tout cas non, c'était juste après le moment où effectivement, comment dire, les dollars que possédait la Russie en risque de change, en réserve de change, ont été bloqués, etc. Donc vous avez ici eu un petit peu un mouvement de panique puisque les Russes, pour certains, aiment bien économiser en dollars et donc en l'occurrence beaucoup ont changé assez vite leurs dollars pour des Bitcoin, voilà, c'est ce qu'on peut voir en tout cas online, on-chain. Ensuite ici, les adresses à plus de 10 Bitcoin qui sont en très forte accumulation, ça c'est plutôt sain, on va dire. Et les adresses à plus de 1 Bitcoin qui sont eux en parabole littéralement, c'est-à-dire que les particuliers ou les petites adresses ici, pour le coup, achètent ce dip. La supply qui n'a pas bougé depuis 1 an, qui est en train de bouger, vous le voyez, c'est ce qu'on attendait. On voulait une capitulation un petit peu ici de ces coins qui n'avaient pas bougé depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est aussi des signes qui pourraient potentiellement pousser vers un bottom. Néanmoins, ici, la structure, vous comprendrez qu'on peut faire encore un dip de 50%. Tout ce qu'on voit on-chain, en tout cas, est très bon, vraiment très bon. La santé du réseau est là. Même quand on va voir les mineurs, vous avez un hash rate qui est excellent, etc. J'ai fait un petit aparté là-dessus hier sur notamment le hash rebounds, etc. où on voit qu'il y a des mineurs qui commencent à souffrir par rapport au prix, qui commencent à débrancher, mais néanmoins le hash rate est très bon, donc tous les aspects, tout ce qu'on peut voir on-chain est très bon, tout ce qu'on peut voir sur la DeFi est moins bon, mais finalement est quand même en train de se calmer, là moi je trouve. Vous voyez que ici sur DeFi Lama, on a un petit retour ici de tout ce qui peut être un peu DeFi. Vous voyez que Maker garde une dominance autour de 15%. Et que en gros, par contre, on a eu un gros mouvement de sortie sur le One Month Change. Là, vous le voyez, tout ce qui est sorti depuis un mois, on a eu un énorme mouvement de sortie de beaucoup de protocoles de finances décentralisées, qui là est en train de se calmer. Les gens sont en train de revenir petit à petit. Je pense ici que la DeFi va être quand même mise à mal. Elle va être, je pense, relativement achetée et accumulée, puisque c'est des bons points d'achat pour les tokens de DeFi ici. Mais tout ce qui est stacking et pool, etc., je pense va peut-être prendre quand même une petite baffe en valeur stackée jusque là. Voilà, bah écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour là sur un petit peu tout ce qui pourrait se passer sur Bitcoin. Voilà, dites-moi en commentaire si ce point vous a plu. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous
si vous connaissez pas la chaîne, etc., n'hésitez surtout pas à venir vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un pouce bleu et laisser éventuellement un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude de demander aux gens qui me regardent jusqu'à la fin de laisser un commentaire à la con en commentaire, c'est-à-dire c'est une question à la con. Qu'est-ce que va être la question à la con d'aujourd'hui? Eh bien, la question à la con va être de dire... J'en ai fait tellement. La question à la con, ça va être de dire qu'est-ce que vous pensez Oh là là, c'est dur de pas... il faut vraiment que je trouve une question bête. Donc je mets en pause et je vous trouve ça. Donc la question à la con du jour sera, est-ce que vous avez tout le temps sur vous ou pas loin des lunettes de soleil? Moi personnellement j'ai les yeux super sensibles, donc du coup j'ai toujours en permanence pas loin de moi une paire de lunettes. Je ne sors pas sans mes lunettes de soleil, que ça soit en été ou en hiver. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À bientôt, ciao.